Un homme est au centre de l'épopée napoléonienne. Lucien Bonaparte. Mais celui qui était considéré comme le plus doué des frères de l'empereur est aussi le seul à avoir osé lui tenir tête. L'histoire des rapports complexes entre Napoléon et son frère cadet débute dès leur enfance à Ajaccio. C'est là que naît Lucien en 1775. Le troisième fils de Charles-Marie Bonaparte et de Laetitia Ramolino a 7 ans de moins que l'aîné Joseph et 6 ans de moins que Napoléon. Un écart d'âge décisif. Lorsque Lucien a à peine 4 ans, Napoléon et Joseph sont emmenés par Charles sur le continent. Et cela va avoir de conséquences importantes sur leur relation, puisque Joseph va conserver pour Lucien une relation d'amitié très durable, alors que Napoléon va se désintéresser de ce jeune frère qu'il considère vraiment comme un petit esprit sans intérêt. En 1781, Charles Bonaparte envoie à son tour Lucien au collège d'Autun, où se trouve Joseph. Puis à Brienne, d'où Napoléon s'apprête à partir pour l'école militaire de Paris. Les deux frères vont se retrouver un matin sans se connaître. Ils vont se découvrir à Brienne très rapidement. Napoléon a une quinzaine d'années, Lucien en a 6 de moins, donc il a 9 ans. L'un remplace l'autre et ça se passe mal. Convenons qu'il n'avait rien d'aimable dans les manières, ni pour moi, ni pour les autres camarades de son âge qui ne l'aimaient pas. Sans doute parce que, comme moi, il le craignait. Après cet épisode douloureux pour Lucien, les deux frères se voient très peu et ne se retrouvent vraiment qu'en 1790 à Ajaccio. En pleine Révolution française, ils se placent derrière le nouveau chef de la Corse, l'illustre Pascal Paoli, dont leur père, décédé 5 ans plus tôt, avait été un proche. Mais lorsque le gouvernement français et Pascal Paoli entrent en conflit en 1793, Lucien choisit son camp en dénonçant son ancien héros devant les Jacobins de Toulon. L'ancien chef de notre pays, l'ami de notre père, l'homme que nous admirions, que nous aimions le plus, était d'un côté, la France était de l'autre. Nous nous séparâmes de Paoli. Cette attaque de Paul, il semble bien, il y a toute une série de raisons qui nous l'expliquent, qu'il l'ait mené sans que ses frères aient été au courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit à ses frères, il envoie une lettre à ses frères en disant pratiquement, vous n'auriez jamais pensé que je le ferais. Voilà. Et effectivement, ils sont surpris. Mais l'intervention de Lucien entraîne avec lui le reste de la famille qui se retrouve bannie de Corse par les paolistes. Et c'est ainsi que les Bonaparte arrivent en juin 1793 sur le continent, où un extraordinaire destin les attend. Six ans plus tard, les choses ont bien changé. Grâce à ses victoires militaires, Napoléon est maintenant un général célèbre, tandis que Lucien est parvenu à se faire élire député de la Corse et à se hisser à seulement 24 ans à la présidence du Conseil des 500, l'Assemblée de l'époque. À l'automne 1799, le génie militaire et le tacticien politique vont allier leurs forces. Dans la période de trouble que connaît la France révolutionnaire, Lucien présente à son frère un personnage clé, Sieyès. Sieyès est un des 5 directeurs, c'est-à-dire un des 5 détenteurs du pouvoir exécutif. Et Sieyès a très vite compris que pour renforcer le pays, il fallait procéder à un coup d'État. Les deux hommes ne se connaissent pas. Sieyès est d'abord réticent face à Napoléon Bonaparte, mais il a besoin, comme il l'a déjà dit, d'un bras armé. Il a besoin qu'un général appuie la tentative de coup d'État, ce qui peut surprendre. En réalité, ce n'est pas pour transformer ce coup d'État en un coup d'État militaire, mais c'est pour assurer la sécurité des assemblées face à une éventuelle émeute, une éventuelle insurrection de la population parisienne.
Le 9 novembre, tout se déroule comme prévu. Les chambres sont transportées à Saint-Cloud, plus facilement maîtrisables par l'armée. Et le lendemain, Lucien Bonaparte est sur le point de convaincre les députés récalcitrants de voter l'instauration d'un nouveau régime dirigé par Sieyès et Napoléon, lorsque ce dernier manque de tout faire échouer. Napoléon était impulsif. Il n'aimait pas l'attente des délibérations, car il était habitué à donner des ordres sur les champs de bataille. Aussi, quand il fit irruption au Conseil des 500, il fit une énorme erreur de stratégie. Des soldats au milieu des représentants du peuple, c'est un scandale et c'est illégal. Des députés se jettent alors sur Napoléon, qui doit être évacué de la salle par sa garde. Napoléon se rend compte que finalement, il a perdu la main. À ce moment-là, les troupes qui sont à l'extérieur du château de Saint-Cloud ne savent plus très bien à quel sens se vouer. À l'intérieur, des députés demandent la mise hors la loi du général Bonaparte, ce qui reviendrait à le condamner à mort. Mais Lucien gagne du temps, puis abandonne son perchoir et sort à son tour de l'Assemblée. Selon la légende, Lucien sauta à cheval et fit un discours enflammé aux troupes rassemblées à l'extérieur, en expliquant qu'à l'intérieur, on essayait de détruire la République et tentait de tuer son frère, leur général. Il devait donc agir immédiatement. Lucien galvanise les soldats, mais aussi Napoléon qui retrouve alors ses esprits et commande de faire évacuer la salle. Après avoir sauvé la tête de son frère, Lucien fait ramener des députés dans la nuit pour leur faire voter la fin du Directoire et l'instauration d'un consulat dont Napoléon prend rapidement la tête. Quand il s'arrête sur Brumaire, Lucien veut nous transmettre cette conviction profonde qu'il a de son propre rôle, à savoir le rôle du législateur. En fait, il a essayé de faire que cette journée cruciale, que cette nuit cruciale même, soit un moment où la constitution de la France change pour le bien de la France et pour que puisse commencer cette longue période de reconstruction de la France sous l'égide d'un consulat, d'un consul, et ce consul sera son frère. Avec le temps, Napoléon reprocha à Lucien de se faire passer pour un martyr, celui qui avait changé le cours de l'histoire. Il lui dit à un moment donné, « Tu ne m'as pas sauvé, tu m'as aidé ». La légitimité que lui avait donnée Lucien était un cadeau sans prix. Napoléon n'a jamais vraiment reconnu l'importance de ce cadeau. À la tête de la France comme premier consul, Napoléon met un certain temps à utiliser son frère. Mais il finit par le nommer ministre de l'Intérieur, un poste très important qui englobe presque tout, sauf la police et les affaires étrangères. Lucien va y déployer une intense activité. Son action principale à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est la grande réforme administrative de février 1800 qui, tout en conservant le cadre du département, va créer les arrondissements et les municipalités et mettre à la tête de ces différentes structures les préfets, les sous-préfets et les maires, les uns et les autres étant considérés comme des fonctionnaires de l'État, devant en quelque sorte réintroduire l'État dans les départements, ce qu'il avait eu tendance, ce rôle avait eu tendance à disparaître. Donc il est vraiment le créateur des préfets. Lucien a mené une action tout à fait brillante en tant que ministre de l'Intérieur, surtout dans le domaine de l'encouragement aux arts, au théâtre, à la littérature. Et dans ce domaine, il a vraiment collaboré à cette première renaissance, en fait, de la culture française au début du consulat. Responsable d'un grand ministère, Lucien est maintenant un personnage influent qui aime profiter de la vie. Il a toujours vécu dans des endroits luxueux et raffinés, entouré de gens cultivés, d'artistes et d'écrivains. Il avait un penchant pour la beauté féminine.
Le jeune Lucien Bonaparte est un homme volage et sur ce point, je pense qu'il n'y a aucun doute. Aucun doute n'est permis. Il a eu beaucoup d'aventures, des aventures éphémères avec des jeunes actrices, ce théâtre qu'il aimait tant et qu'il fréquentait assidûment, surtout dans la période où il est ministre de l'Intérieur. Mais le séducteur est un homme marié. Il partage depuis 6 ans la vie de Christine Boyer, la fille d'un aubergiste de Saint-Maximin qu'il avait hébergé après son départ de Corse. Son épouse lui a déjà donné 2 filles, Charlotte et Christine Égypta, et s'apprête à lui donner un 3e enfant lorsqu'elle décède brusquement au mois de mai 1800. Lucien, au moment de la mort de Christine, se rapproche de sa famille et tout à coup réalise, je crois, qu'il vient de perdre cette femme qu'il aimait beaucoup, à laquelle il tenait beaucoup, qui était la mère de ses deux filles, et il prend le temps vraiment de se recueillir sur ce malheur qui l'a frappé, et il se réfugie un petit peu dans le silence et dans le recueillement presque pour demander pardon à cette femme qu'il a beaucoup trompée, mais qu'il a aussi beaucoup aimée. Grand amateur d'art, Lucien demande à des peintres de rendre hommage à la mémoire de Christine. D'abord à Jacques Sablet, puis à un artiste proche de Napoléon, François Gros. Quand il fait appel à Gros, à l'évidence, c'est une démonstration d'un portrait d'une femme qui meurt. Vous savez, elle est représentée devant une eau qui coule, un ruisseau, et il y a une fleur, il y a une rose, n'est-ce pas, qui est en train de descendre avec le flot et sans doute de disparaître, comme elle avait disparu elle-même. C'est un moyen de rendre sérieux ses amours et cette manière dont il a occupé sa vie. Mais le jeune veuf n'a pas le temps de s'apitoyer trop longuement sur son sort. En juin 1800, Napoléon part mener la guerre contre les Autrichiens à Marengo en Italie. Lucien est alors accusé d'avoir fait diffuser au préfet une brochure démontrant les dangers que pourrait encourir la République en cas de disparition de son chef sur le champ de bataille. À ce moment-là, le consulat est un consulat pour 10 ans et Napoléon Bonaparte n'a pas prévu, et la Constitution n'a pas prévu ce qui se passerait ensuite. Et cette brochure laisse penser que l'on pourrait envisager une succession dynastique. Elle précise même que le successeur de Napoléon ne devrait pas être un militaire, ce qui peut laisser penser que Lucien songeait à sa propre personne pour être le successeur de son frère Napoléon. Il est incontestable que depuis le 18 Brumaire, Lucien Bonaparte se sent un avenir politique et qu'il se verrait bien dans les habits d'un nouveau premier consul. Mais Lucien a alors 2 ennemis de taille. Le ministre de la police, Fouché, et celui des Affaires étrangères, Talleyrand, qui profite de l'occasion pour se débarrasser de ce frère si gênant. Talleyrand et Fouché étaient trop intelligents et surtout sans pitié pour tolérer la présence de quelqu'un comme Lucien, avec son franc-parler et sa fidélité. Ils ne l'aimaient pas, car il représentait un danger potentiel pour leur sphère d'influence sur Napoléon. Tandis que, de son côté, Fouché travaillait dans l'ombre à salir l'image de Lucien, Talleyrand, lui, avait très envie d'envoyer Lucien hors de France et suggéra en fait à Napoléon de l'envoyer en Espagne. Napoléon charge alors Lucien d'une importante mission à Madrid, pousser le roi Charles IV à faire la guerre aux Portugais pour les soustraire à l'influence britannique. À l'issue d'un très bref conflit mené par le chef du gouvernement espagnol Godoy, Lucien fait signer un traité de paix par lequel le Portugal s'engage à interdire ses ports à l'Angleterre. Mais il s'attire pourtant les foudres de son frère, qui exigeait des clauses beaucoup plus sévères. Je ne vous dirai pas tout ce que je pense de votre traité, parce que je n'aime pas dire des choses désagréables. Les affaires d'une telle importance ne sont pas des jeux d'enfants.
Nous voulons des garanties au sujet de l'Angleterre, alors que vous en procurez à cette puissance, car elle pourra s'emparer des colonies portugaises. » Napoléon est furieux, mais Lucien est fier de son traité. Il en profite même pour se faire représenter par ses amis peintres qui l'accompagnent en Espagne. Et les souverains ibériques, eux aussi, se montrent satisfaits de son action. Durant ces négociations, Lucien s'est vu offrir à la fois des rois d'Espagne et du Portugal des bourses remplies de diamants. Il affirma ne pas avoir réalisé tout d'abord la valeur de ces pierres, puisqu'elles étaient brutes et ressemblaient au sel. Il comprit par la suite qu'elles avaient de la valeur, mais n'en connaissait pas le prix. Il les fit donc expertiser à Amsterdam et se rendit compte qu'il était devenu millionnaire. En plus des diamants, Lucien reçoit aussi de fortes sommes d'argent et plusieurs grands tableaux qui en font à 26 ans le plus riche des Bonaparte. Il revient alors en France où il fait l'acquisition du château du Plessis-Chamant aux environs de Paris, ainsi que du fastueux hôtel de Brienne près du Palais Bourbon, où il s'installe sur un pied de seigneur. Dans cette demeure, qui deviendra plus tard le ministère de la Défense, Lucien expose sa collection de peintures et aime recevoir avec faste des artistes et des intellectuels. Un milieu auquel il se veut appartenir. Il s'est fait construire un théâtre et là, il reçoit par exemple le plus grand acteur de l'époque consulaire à Paris, à savoir Talma, qui est son ami et qui lui donne des conseils sur comment jouer tel ou tel rôle, surtout de tragédien. Et là, il prend un petit peu le contre-pied de ce qui se fait à la Malmaison. À la Malmaison, en fait, dans l'entourage du premier consul, de son épouse, de sa belle-fille, Hortense de Beauharnais, qui est une excellente actrice aussi, on joue surtout des comédies. Et Lucien, lui, donne sa préférence à la tragédie. Il aime les tragédies classiques, il aime Racine. Au XVIIIe siècle, il aime Voltaire. C'est un aspect, disons, de ses divertissements privés très originaux. Mais Lucien n'est pas retiré des affaires. Il est maintenant parlementaire et défend avec zèle le pouvoir de son frère. Il apporte à Napoléon des réseaux politiques importants. Il lui apporte le soutien de ceux qu'on appelle les idéologues, les proches de Germaine de Staël ou de Benjamin Constant. Il lui apporte aussi le soutien par d'autres réseaux, des néo-monarchistes, Fontane, Chateaubriand, etc. C'est-à-dire de réseaux différents qui vont contribuer à affermir le pouvoir de Napoléon. Grâce à son influence, Lucien facilite notamment le vote de 2 projets de Napoléon contestés par les républicains. Le Concordat, qui vise un rapprochement de la France avec le Saint-Siège, ainsi que l'institution de la Légion d'honneur. Pourtant, malgré l'investissement de Lucien, la discorde commence à germer entre les 2 frères. Car le nouveau sénateur attaché à la République est soupçonné de ne pas apprécier la nomination de Napoléon comme premier consul à vie. Pourquoi cette méfiance de Napoléon à l'égard de Lucien? Incontestablement, il voit en lui un jeune homme brillant, mais il veut que ce jeune homme se plie à sa férule. Il veut que Lucien cède à ses volontés, lui obéisse. Napoléon s'est toujours considéré depuis la mort de son père Charles comme le chef de famille. Lucien considère que le chef de famille, après la mort de son père, ne peut être que l'aîné. Il a d'ailleurs de meilleures relations avec Joseph qu'avec Napoléon. Donc il dénie à Napoléon ce rôle de chef de famille. Il veut bien le seconder dans certaines circonstances, mais il veut conserver son autonomie. Napoléon considérera toujours Lucien comme un personnage difficile à manipuler. Autant avec ses autres frères, qu'il s'agisse de Joseph, qu'il s'agisse de Louis, qui était sous son notoriété sur le continent, et surtout de Jérôme, qui est bien plus jeune à cette époque, Napoléon sait où il va. Avec Lucien, il n'est pas à l'abri d'avoir un personnage qui peut aller dans telle ou telle direction et qui peut agir pour son propre compte.
Et pour cette raison, à chaque fois avec Lucien, il se servira bien évidemment de ses qualités, notamment de tribun hors pair, mais à chaque fois, lorsque le prestige devra être au rendez-vous et lorsqu'il faudra lui confier des missions ou des postes très importants, à chaque fois, Napoléon hésitera. Et c'est dans cette ambiance de suspicion que Lucien fait, à 27 ans, en 1802, une rencontre qui va changer sa vie. Alors Lucien est invité chez Alexandre de Laborde, au château de Méréville. Et là, un jour, il tombe en face d'une jeune femme ravissante et c'est le coup de foudre. Et il s'agit d'Alexandrine de Bléchamp. Rencontre, imprévue de part et d'autre. C'est une femme. Elle est seule. Je ne l'ai jamais vue. La reconnais pourtant. C'est elle que j'ai vue et revue en songe. Dirais-je encore qu'elle était belle? Non. Convenons seulement que j'avais vu en songe la femme la plus séduisante que j'eusse encore rencontrée. Le croira qui voudra. C'est un fait du genre de ceux qui ont fait dire « le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable ». Alexandrine a 3 ans de moins que Lucien. Elle est déjà mère d'une fille qu'elle a eue avec un agent de change porté disparu aux Caraïbes et dont elle apprend bientôt la mort. Je trouve qu'Alexandrine a de l'esprit, beaucoup de grâce naturelle dans la conversation. Je découvre avec plaisir qu'elle est, ou se croit, républicaine. Elle aime beaucoup Chateaubriand, qu'elle ne connaît que par Atala. Je l'engage à lire Le génie du christianisme. Elle me promet de se mettre à le lire tout de suite. Je pense avec satisfaction que ce sera une occasion pour penser à moi. Lui demande si elle sera contente que je lui présente l'auteur. À présent, non, elle n'est plus en mesure de recevoir. Voit très peu de monde. Je m'en réjouis intérieurement. Bien entendu que je commence à me flatter de faire exception. Lucien est amoureux d'Alexandrine, mais il sait que Napoléon a d'autres projets pour lui. L'obligeait à épouser la fille du roi d'Espagne qui règne sur la Toscane. Mais il refuse et entame une liaison clandestine avec Alexandrine. Il loue pour elle une maison sur la place du Palais Bourbon, une petite maison beaucoup plus modeste que l'hôtel de Brienne, mais tout à fait limitrophe, tout à fait voisine de l'hôtel de Brienne. Et pour pouvoir la voir en toute tranquillité, il va faire creuser un souterrain qui va relier l'hôtel de Brienne à la maison de sa maîtresse. Et quand sa journée officielle à l'hôtel de Brienne se termine, il rejoint par ce souterrain sa maîtresse qui habite donc dans la maison à côté. Mais lorsque le premier fils du couple, Charles Lucien, voit le jour en 1803, Lucien, déjà marié religieusement en secret à Alexandrine, décide de l'épouser civilement. Pour Napoléon, c'est une véritable trahison. Napoléon est furieux et il se lève, et froisse la missive dans sa main et il dit à ses frères et sœurs qui étaient là, « Sachez que Lucien a épousé sa coquine ». Napoléon lui dit qu'elle a eu une vie légère et Lucien lui répond que sa femme à lui aussi a eu une vie légère et il ajoute « la mienne au moins est jolie », ce qui évidemment va beaucoup irriter Napoléon. Napoléon exige immédiatement un divorce. Mais Lucien ose faire face à l'omnipotent premier consul. C'est un pouvoir total que le premier consul exerce sur la France et naturellement aussi sur sa famille et sur les siens. Donc se soumettre signifiait pour Lucien pouvoir continuer à rester à Paris, à participer à cette vie publique aux côtés de son frère. Ne pas se soumettre à sa volonté signifiait devoir renoncer à tout. Et renoncer à tout, il ne pouvait même pas rester à Paris, c'était trop difficile, il perdait toutes ses prérogatives, tout son rôle, donc il fallait partir, il fallait choisir l'exil. Il y a maintenant, entre Bonaparte et moi, une barrière qui ne sera jamais abattue, parce qu'il est en dessous de mon caractère de me disculper et de reconnaître la légalité d'un tribunal que je récuse.
Le 2 décembre 1804, un mois seulement après le départ de Lucien, Napoléon se fait sacrer empereur. Le frère rebelle n'a pas été convié. Il est à Milan où sa femme accouche de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Laetitia, comme sa grand-mère qui est restée auprès du couple banni. Alors que Lucien n'est pas représenté sur le tableau du sacre par David, Madame Mère, en revanche, est présente sur le tableau. Et là, c'est un choix très évident de Napoléon qui punit en quelque sorte son frère insoumis qui n'a pas accepté de se soumettre à sa volonté, et en revanche, il veut rester en excellents termes avec sa mère. Lucien va ainsi aussi assister à la montée en puissance de Napoléon à travers la constitution d'une Europe napoléonienne. Tous ses frères sont dotés d'un royaume, ses sœurs également sont largement dotées. Tout cela, Lucien y assiste de loin. Il reste aussi en dehors du système dynastique, si bien qu'il n'est pas compris dans l'ordre de succession au cas où Napoléon mourrait sans descendant direct. Rejeté par Napoléon, Lucien et Alexandrine décident finalement de rejoindre Rome, où ils se placent sous la protection du pape Pie VII, alors en opposition à Napoléon au sujet du contrôle du clergé français. Ils achètent une villa dans les environs de la Ville éternelle, ainsi que le magnifique palais Núñez, où ils peuvent conserver leur train de vie parisien. Alors Lucien et Alexandrine se sont installés ici un petit peu comme des seigneurs qu'ils étaient déjà à Paris. Ils avaient pris l'habitude, donc ils avaient une certaine domesticité, les carrosses, les chevaux, etc. Ils ont commencé à se faire des relations. D'abord dans le milieu, j'allais dire pontifical, puisque Lucien était très bien avec le pape et avec ses cardinaux. Lucien était très convivial, il aimait bien les relations, se faire des relations, les entretenir. Donc il fallait recevoir, il fallait faire des visites. Et on parle de tout Paris, mais Lucien a vu ici en arrivant assez vite ce que j'appellerais le tout Rome. Mais à Rome, Lucien retrouve également son oncle maternel, le cardinal Fesch, avec lequel il partage la passion de la peinture. Le cardinal Fesch était un très bon collectionneur, même s'il était un collectionneur immense en somme. Parce que là où Lucien, avec quelque chose comme autour de 300 tableaux, avec 300 tableaux, vous faites un petit Louvre déjà. Le cardinal Fesch a eu plusieurs milliers de tableaux. Lucien, sans doute d'une manière très différente, a effectivement de même un goût réel et il a été capable de savoir acquérir ce que l'on considère aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre. Grâce au cardinal Fesch, Lucien entre en contact avec les plus grands artistes français et italiens actifs à Rome. Il entre en contact avec Vicard, à qui il commande son portrait en président du Conseil des 500. Il mène une vie assez retirée. Il se consacre surtout à la littérature et au théâtre. Au Palais Nune, il fait construire un immense théâtre pour donner lui-même des représentations. Des représentations théâtrales auxquelles assistent des membres de la famille Bonaparte et de son entourage. Malgré la peine engendrée par la brouille avec Napoléon, Lucien tente donc de continuer à vivre normalement. Mais les membres de sa famille veulent absolument le ramener à la raison. Notamment Elisa, sa sœur préférée, l'aîné, Joseph, dont il est toujours resté proche, et même le plus jeune de la fratrie, Jérôme. Alors Jérôme qui partage, ne l'oublions pas, avec Lucien le fait qu'il a été écarté de la famille pour s'être marié avec une Américaine et que par contre il est rentré en grâce en répudiant sa femme carrément. Et donc il ne manque pas de faire valoir les avantages importants qui ont découlé de cette rupture en invitant Lucien finalement à l'imiter.
Mais Lucien reste ferme et se met même en colère lorsque l'oncle Fesch exerce des pressions sur lui. Ayez donc un peu de suite et reprenez un peu de noblesse dans les sentiments. Ayez au moins assez de bon sens pour ne pas m'assimiler à Jérôme et pour vous épargner la honte inutile de vos lâches conseils. En un mot, cessez de m'écrire jusqu'à ce que la religion, l'honneur que vous foulez aux pieds ait dissipé votre aveuglement. Et si vous êtes destiné à rester tel que vous paraissez dans votre lettre, alors cachez au moins sous votre pourpre la bassesse de vos sentiments et faites votre chemin en silence dans la route de l'ambition. Devant toutes ces tentatives infructueuses, Madame Mère, qui ne supporte plus cette situation, décide à son tour d'intervenir. Ne vous montrez pas obstiné, mon cher fils, et commencez par faire ce que l'on vous demande. J'espère qu'il ne passera pas longtemps que nous serons tous contents. Quelle serait ma consolation si je pouvais vous voir ici et vous embrasser avec le reste de la famille. Alors Lucien ne cède pas parce que Napoléon consentirait à le, si j'ose dire, à le récupérer à condition qu'il renonce à sa femme. Et ça, c'est une condition tout à fait inacceptable pour Lucien, qui lui dit « Ma femme et mes enfants, nous sommes une famille indivisible. » Et contre toute attente, malgré l'entêtement de Lucien, l'empereur lui-même souhaite se rapprocher de lui. La volonté de réconciliation de Napoléon avec son frère, Lucien, comme d'ailleurs avec son frère Jérôme 2 ans plus tôt, s'explique parce que Napoléon veut fonder son système sur une famille. Et par conséquent, qu'un élément reste en dehors rend le système bancal. Et aux yeux de l'opinion publique française et européenne, associer son frère Lucien à son pouvoir est tout à fait essentiel. Sinon, on pourrait penser qu'il est contesté au sein de sa propre famille. Puisque Lucien ne veut pas divorcer, Napoléon décide alors de le rencontrer. L'entrevue se déroule à Mantoue, en Italie, en décembre 1807. C'est Constant qui va raconter l'épisode et qui se souvient que les deux hommes étaient dans 2 salons séparés et que Lucien va être donc introduit dans le salon commun pour la discussion. Constant, qui est le valet de chambre de Napoléon, raconte également dans ses mémoires qu'à l'issue de cette discussion qui va devenir très vite houleuse et où les éclats de voix couvrent finalement l'ensemble de l'esprit qui était à l'origine de cette rencontre, finalement Napoléon va en être très choqué, ou du moins très surpris. Il imaginait que Lucien, par sa seule présence, lui l'empereur, allait finalement se plier à son autorité. Lucien, il n'en est rien, va repartir comme il était venu, avec ses opinions, et Napoléon va être très chagriné, et Constant, toujours, le valet de chambre, racontera qu'il en avait d'ailleurs les larmes aux yeux, et qu'il ensuite n'aura plus aucun mot durant toute la soirée qui suivra. Quand Napoléon le rencontre à Mantoue en 1807, il dit « Tout pour Lucien divorcé, rien pour Lucien mal marié ». Mais lui préférait abandonner la scène politique, renoncer à un royaume pour vivre avec sa femme. Une femme que Napoléon ne pouvait pas aimer, car elle était éloignée du type de femme qu'il aimait. Il préférait les femmes soumises, peu actives dans la vie politique, alors qu'Alexandrine personnifiait un type de femme intelligente, cultivée et vive, avec surtout un esprit indépendant que Napoléon ne pouvait pas supporter. Évidemment, à ce moment-là, Napoléon possède l'Europe et à peu près tous les royaumes. Il a conclu des traités politiques très avantageux avec les plus grands pouvoirs. Et la seule personne en Europe qui ne fait pas ce que Napoléon ordonne, c'est Lucien. Mais en février 1808, les soldats de Napoléon pénètrent dans Rome. Le pape, qui veut rester neutre dans le conflit entre l'empereur et les Anglais, est bientôt enlevé et conduit à Paris. Pour son ami Lucien, la situation devient intenable. Si les troupes françaises occupent le territoire, sa position à lui d'exilé, finalement, est difficile à tenir.
Donc une situation s'offre à lui, peut-être chercher beaucoup plus loin, et pourquoi pas les États-Unis. Ces États-Unis d'Amérique qui pourraient être un havre de paix pour lui, qui ne considère plus finalement ses relations avec Napoléon comme possibles. Alors il va chercher à prendre la route des mers, et donc de partir vers cette Amérique qui se tend à lui. Et c'est ainsi que le 8 août 1810, Lucien, Alexandrine et leurs 7 enfants embarquent à bord de l'Hercule. Mais ils n'iront pas loin. Leur navire est rapidement intercepté en Sardaigne par la marine anglaise. Il est gardé en otage près de 4 ans en Angleterre parce que les Anglais espèrent de négocier sa libération d'une manière utile pour eux avec Napoléon, et Napoléon refuse en fait de négocier la libération de Lucien, ce qui fait que Lucien doit rester sur le sol anglais. Lucien suscite un certain intérêt en Angleterre. Il n'est pas enfermé, il possède un château, il va donc recevoir. La vie anglaise n'est d'ailleurs pas bon marché et il lui faut trouver des fonds pour vivre, et vivre aussi avec une suite qui est assez importante. Donc il obtient des prêts de banquiers anglais, il obtient de l'argent que sa mère lui envoie depuis le continent, et il peut ainsi vivre assez confortablement sous l'œil, en effet, amusé des Anglais qui, pour certains, peuvent venir voir le frère de Napoléon. En 1814, l'Empire tombe face aux armées européennes coalisées qui font leur entrée dans Paris. Le 6 avril, Napoléon est contraint d'abdiquer. Mais Lucien ne s'en réjouit pourtant pas. Bien que persécuté injustement par Napoléon, je ne puis rester indifférent au coup du ciel qui l'a puni. Après 12 ans, ce moment est le seul où je me reconnais encore comme son frère. Napoléon envoyé en exil sur l'île d'Elbe, Lucien est enfin relâché par les Anglais. Il rentre alors chez lui à Rome, où il est immédiatement reçu par le pape, qui vient lui aussi d'arriver de France. Lucien lui dédie un long poème, terminé pendant sa captivité en Angleterre, Charlemagne ou l'Église délivrée. Pour Napoléon, Charlemagne reste un modèle. Donc, en consacrant un poème, un cycle poétique, plus exactement, à Charlemagne, Lucien veut montrer que, par certains côtés, Napoléon n'est pas un fidèle héritier de Charlemagne, puisqu'il a envahi les États pontificaux, alors que, précisément, Charlemagne avait contribué à la naissance de ces États pontificaux. Napoléon n'apprécie pas beaucoup cette préférence de Lucien pour le souverain pontife. En revanche, le souverain pontife, lui, l'apprécie beaucoup. Et pour remercier Lucien à la fois de cette dédicace et de ce poème, il le fait prince de Canino. Lucien est donc maintenant prince. Un titre honorifique qui lui assure la rente de ses 8000 hectares de terre de la région de la Tuscia, au nord de Rome, qu'il avait acheté au Saint-Siège avant son départ. Lucien et Alexandrine se partagent alors entre la vie mondaine de Rome et les activités rurales de Canino, où ils se comportent en prince éclairé. À Canino, le souvenir de la famille Bonaparte et de Lucien est toujours très vivant. Cette famille ne vient pas seulement à Canino pour régner, mais aussi pour embellir ce pays, pour faire que le peuple simple de cette région ait une dignité. En fait, dès qu'il arrive, il institue de l'industrie, d'immenses plantations d'oliviers, de blé, d'asperges. Lucien est vu comme un bon père, mais aussi Alexandrine. Elle a institué une école chrétienne, un hôpital, tout ça pour la population de Canino, pour laquelle elle aussi avait un immense amour. C'est très émouvant d'être ici à Canino parce qu'on se rend compte que 200 ans après, le souvenir laissé par Lucien et Alexandrine est toujours vivace et jouit d'une excellente réputation.
Les enfants aussi ont créé des liens sur place. C'est vraiment en quelque sorte un petit peu le berceau de la famille de Lucien ici, à Canino. Lucien se plaît à la campagne. Il s'adonne à ses loisirs favoris, la lecture et l'écriture, et s'occupe de ses nombreux enfants. Mais il peut surtout enfin vivre sereinement son amour pour Alexandrine. Un bonheur dont il commande une représentation à son ami François-Xavier Fabre. J'aime me rappeler d'un détail dans ce portrait de Fabre. Un bijou, un anneau d'amour qui rappelle sa tendresse pour Alexandrine. Alexandrine partageait avec lui le plaisir de la littérature, mais surtout le bonheur domestique et l'amour conjugal. Le vrai bonheur est celui qu'ils partageaient tous deux. Il n'existait rien d'autre. Lucien est un sentimental qui ne manque pas non plus de rendre hommage à la mémoire de ses proches disparus. Dans sa chapelle de l'église de Canino, il fait réaliser par de grands sculpteurs des monuments funéraires dédiés à son père, Charles, à son fils Joseph, mort en bas âge, mais aussi à sa première épouse. La présence de ce cénotaphe dans la chapelle Bonaparte est très importante, car elle montre la volonté de Lucien de conserver le souvenir de sa première épouse décédée, Christine Boyer, même s'il était déjà marié avec Alexandrine. Et Alexandrine tolérait ce genre de démonstration. Sur leurs terres de Canino et Musignano, Lucien et Alexandrine, qui partagent toute leur passion, en découvrent une nouvelle, l'archéologie. Ils mènent de nombreuses campagnes de fouilles, initiant ainsi ce qui deviendra le plus beau parc archéologique étrusque d'Italie. Les vases de Lucien et Alexandrine se trouvent au musée du Vatican, au Louvre, en Hollande et en Allemagne. Vous voyez bien que leur travail a considérablement enrichi le patrimoine européen. Lucien est un amoureux de la science. Initialement, les fouilles l'ont beaucoup plus enthousiasmé que l'agriculture. Il faut bien penser que de Paris à Canino, il y a une grande distance aussi d'un point de vue culturel. Et être ici exilé, aux confins des terres pontificales, engendrait un peu d'ennui. Lucien a donc trouvé dans l'archéologie une façon culturelle de vivre. La tranquillité de Lucien sera de courte durée. Le 20 mars 1815, Napoléon est de retour à Paris. Lucien demande alors à revenir auprès de lui. Et le 9 mai, le moment tant attendu par toute la famille est arrivé. Napoléon et Lucien se retrouvent enfin. En 1815, Napoléon a évolué. Les semaines ou les mois passés à l'île d'Elbe lui ont fait prendre conscience qu'il était sans doute allé trop loin dans sa volonté hégémonique. Il veut renouer avec l'esprit de la Révolution, avec l'esprit de 1789. Il veut se présenter en empereur libéral. Le soutien de Lucien lui est profitable. Lucien a aussi cette image de l'héritier de la Révolution. Lucien est un homme de la Révolution, il n'a pas été compromis par les années de l'Empire, en quelque sorte, et donc il apporte un sang neuf à cet empire libéral qui est en train de renaître en 1815. Lucien est très bien accueilli, en définitive, par Napoléon à Paris, et très rapidement, les deux frères se retrouvent. Et Napoléon va décrocher de sa poitrine le grand cordon de la Légion d'honneur qu'il portait
et le passer autour du buste de Lucien en lui faisant remarquer qu'il aurait dû l'avoir depuis longtemps, en quelque sorte. Donc c'est la grande réconciliation. Napoléon, pour bien marquer cette réconciliation vis-à-vis de tout le monde, va donner à Lucien comme résidence le Palais Royal, ce qui n'est pas rien. Mais la fête dure peu de temps. Le 18 juin 1815, Napoléon est battu par les Anglais et les Prussiens à la bataille de Waterloo en Belgique. Lorsqu'il rentre en France 3 jours plus tard, il doit se décider sur la marche à suivre. Après la défaite de Waterloo, Lucien est aux côtés de Napoléon qui est revenu à Paris. Et Lucien, alors que Napoléon est pressé de toutes parts par les représentants pour donner sa démission, pour abdiquer, Lucien est favorable à un nouveau coup d'État. Il veut que Napoléon balaye les députés comme il l'a fait au moment du 18-19 Brumaire. Il n'est pas entendu et c'est finalement la mort dans l'âme qu'il va prendre en note, qu'il va rédiger la lettre d'abdication que Napoléon lui dicte depuis le palais de l'Élysée où il s'est réfugié après la défaite de Waterloo. Tandis que Napoléon part pour son exil définitif de Sainte-Hélène, Lucien parvient avec difficulté à rentrer à Rome, où se retrouve bientôt une grande partie de sa famille, dont sa mère Laetitia. En proie à des difficultés financières, il est contraint de vendre son palais, ainsi qu'une grande partie de sa collection de tableaux. Il revient alors à Canino et se remet à l'écriture. Il rédige notamment un ouvrage sur la Corse, la Cyrnéide, un autre sur les 100 jours, mais surtout ses mémoires, car Napoléon se rappelle bientôt à la sienne. Malheureusement pour Lucien, un événement considérable va avoir lieu, c'est la publication par Lascaz du mémorial de Sainte-Hélène. À ce moment-là, Napoléon reprend la main, cette fois-ci sur le champ de la légende et de la littérature, en se donnant, lui, le beau rôle, et en considérant finalement que l'ensemble de sa famille, de la famille Bonaparte, n'a pas été vraiment à la hauteur de ses attentes. Et Lucien, évidemment, fait partie du lot. Lucien se dit, si je laisse se développer complètement et que je ne mets pas ma propre version à moi, je n'existerai pas. L'idée, c'est véritablement un contre-mémorial. Lucien reproche à Napoléon son retrait progressif des idées républicaines. Lui est resté républicain. Napoléon a évolué en direction de quelque chose de beaucoup plus monarchiste. Je dirais que Lucien était très ambigu avec Napoléon. Dans sa relation en tant que frère, qu'il aimait tout en le haïssant, et en tant qu'homme politique, qu'il respectait tout en le désapprouvant. C'est vraiment un jugement de controverse, ambigu, qu'il portait sur Napoléon. Atteint d'un cancer à l'estomac, comme Napoléon, Lucien meurt à 65 ans en 1840, 19 ans après lui. Son épouse Alexandrine, avec qui il a vécu pendant 40 ans et qui lui a donné 10 enfants, le fait alors enterrer dans la chapelle familiale de l'église de Canino. Il est particulièrement important de souligner que la princesse Alexandrine a décidé de se faire représenter aux côtés de son époux bien-aimé et d'intégrer à l'intérieur de ce monument les figures de la renommée, de la foi, de la paix et de l'ambition. Autant de sentiments que Lucien a portés dans son cœur tout au long de sa vie. Alexandrine décède 15 ans après l'amour de sa vie. Pour elle, mais aussi pour une certaine idée de l'honneur et de la politique, Lucien Bonaparte aura renoncé à toute ambition personnelle. Mais si Napoléon s'était montré moins rigide avec ce frère si doué, son destin et celui de la France auraient alors peut-être été bien différents. L'histoire entre Napoléon et Lucien est finalement une histoire contrariée. Malgré les retrouvailles de 1815, on peut dire que les deux hommes sont sans doute passés à côté d'une grande histoire commune. Mais sans doute les deux caractères étaient-ils trop antinomiques? Sans doute aussi les deux hommes étaient-ils trop concurrents pour pouvoir s'entendre vraiment?
Je pense que Stendhal, dans sa vie de Napoléon, a fait une remarque très importante en disant que le déclin de Napoléon a commencé quand il s'est débarrassé des gens qui avaient un réel talent et s'est entouré de soumis. Ce fut le début de sa propre fin. Il fit remarquer que Lucien était la seule personne qui avait l'intelligence, l'énergie et le sens moral pour s'opposer à Napoléon. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas trahi, il ne s'est pas trahi lui-même, il est resté fidèle à ses convictions, profondément républicaines, et il est aussi resté très fidèle à sa femme. C'est un homme de conviction et de fidélité. Un jour peut-être, dans cette oublieuse patrie que pourtant on ne peut oublier, quelques amants des sages libertés, s'associant de cœur à mes idées, diront de Lucien Bonaparte: il aimait la liberté autant que nous, et sa vie presque tout entière fut l'expiation de cet amour sacré.